précieuse, il faut en profiter. Si Dieu t'a élevé, lève les mains. Si Aya t'a racheté, alors tu vas témoigner de sa fidélité dans tout le monde. Laisse les jaloux, viens on va célébrer. Si Dieu t'a élevé. Bienvenue à tous sur la Source d'eau télévision, bienvenue sur votre émission Au cœur de la famille. Nous parlons des thématiques relatives à la famille, nous vous apportons beaucoup d'informations, de connaissances, de conseils et vraiment un éclairage pour vous aider à vivre les difficultés de couple et surtout vous aider à restaurer la relation de couple, consolider votre relation de couple naturellement ainsi que l'harmonie de vos enfants. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique au cœur de la relation de couple, nous parlons de la gestion des belles familles. Qu'est-ce qui se passe quand les belles familles deviennent des épines contre l'unité? Qu'est-ce qui se passe quand les belles familles deviennent des blocages pour l'harmonie dans un couple? Et pour en parler, nous avons plusieurs experts. Je vais commencer par ma gauche. Alors, elle est docteure en psychologie. Bienvenue Larissa, docteur Larissa Zentem. Bienvenue Larissa. Merci Nelly, merci beaucoup. C'est un plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Nous sommes contents d'avoir. On va bien aborder cette thématique du point de vue de la psychologie. Alors, lui aussi, c'est notre expert psychothérapeute des couples, Osé Ngamgam. Merci d'être là, Osé, encore une fois de plus. C'est un plaisir. Chaque fois que l'occasion m'est donnée, tu as beaucoup de joie qu'on peut partager ce qu'on sait sur la famille. Merci à tous. Retrouvons-nous tout à l'heure pour commencer nos échanges. À tout à l'heure. Alors, Osé, tu es psychothérapeute. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que plusieurs couples expérimentent effectivement cette immixtion de la belle famille? Qu'est-ce qui peut expliquer effectivement le fait que on s'est marié, on voulait que l'homme se marie, on voulait que la femme se marie, et une fois qu'ils sont mariés, c'est encore cette belle famille-là qui crée des problèmes? Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Premièrement, je vais commencer par dire que parfois, ce n'est pas de mauvaise foi. C'est-à-dire que parfois, les problèmes que les belles familles créent, ce n'est pas par mauvaise foi. Je ne dis pas que c'est seulement que c'est pas mauvais. Je dis que parfois, ce n'est pas la mauvaise foi. Parfois, c'est parce qu'on veut voir l'enfant être bien. Et c'est parce qu'effectivement, que ce soit le conjoint ou la conjointe, sans encore des enfants, que la famille peut avoir un impact dans la famille. Parce que quand on expérimente une certaine maturité, on n'a plus besoin d'avoir la vie de papa, de maman, de son frère, de sa soeur dans la dynamique d'avancée du couple. Donc je pense que parce que nous sommes encore dans l'immaturité, qu'on peut accepter l'immixtion de mon père, de ma mère dans la gestion de mon couple. Mais tu vois, là tu prends la position du conjoint. Moi, je voulais qu'on regarde au niveau de ceux qui s'immiscent en fait. Qu'est-ce qui peut expliquer que eux, ils décident de s'immiscer, tu vois? C'est bien, tu as abordé le fait que le conjoint peut ne pas être mature et ça facilite, n'est-ce pas? Ça, c'est à son niveau. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer que eux, ils décident d'entrer dans la famille et de vouloir gérer en fait la vie de couple? Je ne suis pas psychologue, je suis au docteur de parler de psychologie, mais je pense pour ma part que c'est parce que par moment, on a l'impression que l'enfant n'a pas grandi. On reste toujours enfant devant les autres, devant le frère. Je prends mon cas, parce que je suis avant-dernier. C'est-à-dire que une famille dit je suis avant-dernier. Ça veut dire que si ma famille veut entrer ma famille, parce qu'on estime encore que je n'ai pas grandi, on estime que je suis encore un bébé, et parfois l'immixtion, le fait que la famille s'immixe dans la famille de l'autre, c'est très souvent parce qu'on a parce que l'autre permet, peut-être on va dire du côté de la famille, mais je pense pour ma part que quand la famille s'immixe dans la famille de l'autre, c'est parce qu'on estime que l'autre n'a peut-être pas suffisamment grandi, on estime que le conjoint n'a pas suffisamment d'éléments pour rendre le conjoint, notre fils ou bien notre fille heureux ou heureuse. Est-ce que c'est quand tu dis ça, est-ce que c'est pour parler du fait que ils ont l'impression à un moment que leur fils ou leur fille n'est pas assez en sécurité et qu'il faut venir renforcer sa protection, sa sécurité? Ça revient au caractère possessif que les familles ont. Très souvent, c'est dans les familles possessives qu'on exprimé la chose, parce que même si on ne le dit pas, c'est la possession de penser que le conjoint que le fils ou la fille a choisi
n'a pas assez d'outils. Peut-être ça peut aussi revenir à, à notre culture où avant, quand une jeune fille se mariait, on lui donnait l'occasion d'aller dans la belle famille, apprendre à connaître comment son mari est, ensuite le plan culinaire et autres habitudes avant d'arriver chez son mari. Peut-être aussi cette culture qui ne veut pas, dont on ne veut pas se séparer. Peut-être aussi ça. Alors, cette culture-là, Larissa, comment un couple vit cette réalité? Nous parlons sur le plan psychologique. Comment un couple vit? Et là, je parle particulièrement du couple, le conjoint qui est affecté. Comment le couple ou alors le conjoint affecté vit cette immixtion-là? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que ça perturbe vraiment psychologiquement ou c'est juste la présence physique qui perturbe? Alors Nelly, cela est un peu complexe parce que l'immission, le vécu du conjoint est, comment on dit ça, le conjoint peut le vivre mal à plusieurs niveaux. Déjà, ça dépend, mais tout dépend de la réaction du conjoint dont la belle famille s'immisce. Parce que lorsque l'un des conjoints déjà protège, le rôle des conjoints, c'est d'abord dessus, il doit avoir une certaine cohésion dans le couple. Si, bien que la famille veuille s'immiscer, si l'un des conjoints tente de protéger l'autre, alors il pourra mieux vivre ce conflit. Maintenant, c'est plus compliqué lorsque le conjoint se range du côté de sa famille. Il peut avoir des dépressions, des disputes sans fin, parfois même des séparations. On a souvent vu des cas où une famille, un couple décide de se séparer parce qu'il y a l'un qui ne veut pas couper le cordon ombilical. C'est ta maman qui doit dire combien tu dois rationner, c'est ta soeur qui doit dire ce que ta femme doit préparer, etc. Ou bien c'est vice-versa du côté de l'homme comme de la femme. Comme il a dit, les problèmes sont généralement à plusieurs niveaux parce qu'on a des problèmes de valeur. L'éducation, parfois on n'a pas la même éducation et les familles ont toujours tendance à vouloir imposer leur façon de voir la vie, leur valeur, leur éducation à l'autre conjoint. Et maintenant l'autre conjoint lui aussi vient d'un milieu où il a grandi selon certaines valeurs et tout, et à ce moment il y a conflit. Mais comme vous avez là, parce que la question posée était de savoir comment le conjoint le vit. Oui, particulièrement le conjoint qui est affecté. Par la présence de la belle famille. Généralement, on a des comportements hostiles. Il y a plusieurs réactions. Parfois, il y a certains qui, eux, ils ne vont pas gérer la belle famille. Donc, quand vous venez là, ils ne vous gèrent pas, ils ne vous reçoivent pas, il n'est pas poli. Ils vous montrent carrément que je ne vous apprécie pas, je vous rejette effectivement. Maintenant, d'un autre point de vue, on a ceux qui vont être plutôt très faibles. Quand la belle famille arrive, il est mal à l'aise. Il préfère se recroqueviller sur lui-même, il est crispé, il est frustré, parfois il pleure, il y a un manque de confiance, on ne s'assume pas. Vous allez souvent voir une fille, par exemple, quand elle sait que sa belle-mère ou sa belle-sœur est là, parfois elle a l'habitude de gérer sa maison en maîtresse, mais à ce moment, elle aura tout tendance à poser des questions, vouloir savoir si elle fait bien, parce qu'il y a ce manque de confiance. Manque de confiance en qui? En elle-même, quand la belle femme, puisqu'elle se sent toujours critiquée, et du coup, elle perd confiance, elle se dit que tout ce qu'elle va faire sera jugé négativement. Et elle veut faire tout pour paraître sous le plus bon angle à la belle famille. Au niveau de sa belle famille. Cette belle famille-là, cette belle famille a souvent vécu la relation de fiançailles avant. C'est pas comme si le couple a décidé de se marier aujourd'hui et qu'aujourd'hui on réalise que cette femme n'est pas comme on voulait, ce gars n'est pas comme on voulait. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que dans la période des fiançailles, on ne voit pas vraiment cette main de la belle famille, mais que c'est quand le couple est vraiment marié qu'elle est très présente? Bon, peut-être il faut commencer à voir dans quelle famille, très souvent la famille intervient beaucoup plus. C'est la famille où le fils ou la fille a un peu de moyens. Ça, il faut se reconnaître. Très souvent, je ne dis pas que c'est dans cette famille-là, non. Mais c'est souvent des familles où il y a un peu d'argent. Donc, c'est parfois pour protéger, entre guillemets, les biens du fils ou de la fille. Parce qu'on estime qu'on a investi dans la vie du fils, qu'on a investi dans la vie de la fille et qu'il faudrait, entre guillemets, protéger nos biens. Parfois, pourquoi ça se passe pendant les fiançailles? Parfois, pendant les fiançailles, c'est une relation à distance. Moi, c'est une relation à distance. Et
Il y a même des filles qui vont acheter le mariage avant. C'est-à-dire qu'ils vont dans la belle famille, faire une c'est comme on dit. C'est-à-dire qu'on va aller, il y a une situation, on va aller chez la belle-mère pour laver les habits, on va aller préparer, on va aller faire, si on veut faire ça. Parfois, c'est des choses qui ouvrent les portes. Donc, parfois, ce n'est pas que, pour certains cas, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est phénomène, parfois, c'est la fille qui a cultivé. Pour les cas de filles qui vont, surtout bien c'est le garçon, parce qu'il veut paraître bien, il veut faire ci, de temps en temps il va, et quand il arrive, la belle-mère va lui donner tel conseil, va intégrer, le beau-père va lui donner tel conseil, va intégrer. Je connais un couple qui, pour le mariage, le gars décide de faire 300 billets pour son mariage, la belle-mère décide d'augmenter 300 billets en plus, et qu'elle dit qu'elle va financer. Et le montage des billets, sa belle-mère qui décide, c'est-à-dire que quand on fait les billets, on finit, on lui donne, il pas demander à dire de sa belle-mère. Sa belle-mère donne la vie parce que, je ne vais pas dire parce qu'elle a un peu, enfin, elle est femme de monsieur qui est sujet, elle a 6. Ils ont décidé entre eux deux qui vont faire 300 billets. Elle décide qu'elle va faire 300 billets en plus. Elle lui dit, ce n'est pas ton problème, je m'occupe financièrement. C'est des portes ouvertes. Et quand on parle de 300 billets, on ne parle pas que du carton, on parle de 300 places. Oui, le repas, la décoration, la boisson. En fait, chaque table décorée. Puisque c'était un mariage, je ne sais pas dire qui c'est, mais c'est une femme qui est, son mari est suffisamment lourd. Donc, chaque table, c'était payé, le menu était payé par personne. Donc, elle prend 300 en plus. Dans les 300 déjà, elle paye une partie. La famille d'Afi contribue une partie. Elle est le sponsor numéro 1. Elle est le sponsor numéro 1. Même son mari ne parlait pas, en passant. Même son mari qui est quelqu'un de bien ne parlait pas. Donc, ce sont ces portes ouvertes qui font que dans le mariage, je suis convaincu que ce monsieur ne pourra pas dire non à sa belle-mère, que ce soit ce qu'elle veut. C'est bien. Il a ouvert la porte avant le mariage. C'est bien que tu parles de ça, les portes ouvertes. Tu as dit que dans le cadre de la préparation, il y a des attitudes à ne pas avoir, voilà. Ou alors des attitudes que lorsqu'on les a, ça prépare effectivement cette émission perturbante. Notre troisième oratrice, bienvenue coach Belle Elisabeth. Nous sommes contents de t'avoir aujourd'hui. Merci Nelly. Mais je crois qu'elle est venue à le livre, j'ai oublié de te demander d'apporter le livre. Je rappelle qu'elle est auteure. On aura l'occasion, si tu l'as, on va en parler un peu. Oui. Elle est auteure du livre Les bandits en amour. Les bandits en amour, ils sont nombreux d'ailleurs. Ils sont nombreux d'ailleurs. Alors, je t'accueille à chaud. Alors, nous parlons de l'émission perturbante de la belle famille. Mais est-ce que c'est toutes les belles familles qui sont des belles familles perturbantes vraiment? Est-ce que c'est toutes les... Parce que quand on a annoncé ce thème sur les réseaux sociaux, les gens ont dit le thème de l'heure. Voilà, alors. Un peu comme pour dire que vraiment nous souffrons de ça, on attend ça. Est-ce que c'est toutes les belles familles qui sont vraiment perturbantes, du genre quand elles arrivent, on est fâché dans le couple? En fait, pour parler de belle famille, je pense il faut faire déjà allusion à la culture de la famille. La culture d'une famille ne dépend pas de ses moyens. Il y a des familles où ils sont démunis, mais ils ne dérangent pas la nouvelle fille qui vient. Et il y a des familles qui ont tellement d'argent et ils pourrissent la vie de la belle fille, de la personne, les personnes en relation. Donc, pour parler d'immixtion, comme c'est le cas, je fais d'abord un coucou à ma belle-mère et ma belle famille parce qu'ils m'ont accepté depuis beaucoup d'années et ça se passe plutôt bien. C'est pas le cas chez tout le monde, ça c'est sûr. Donc, pour revenir à ta question de savoir si toutes les belles familles dérangent, il y a ces familles-là, les belles familles qui dérangent et d'autres qui ne dérangent pas. Et c'est pourquoi j'ai parlé de la culture familiale, du niveau d'éducation, du niveau de compréhension et la maturité de la famille. Parce que si la famille n'est pas mature dans la façon de gérer tellement de choses, quand une nouvelle personne s'ajoute à la famille, étant donné qu'elles ont déjà un problème de gestion interne, quand la nouvelle personne vient, on va commencer à la scruter, on va commencer à scruter faits et gestes, se dire qu'elle vient ici, pourquoi. Mais quand dans cette famille-là, on s'en fout, tout ce qui compte, c'est le bonheur de notre fils. La belle-mère va concourir au bonheur, les belles-sœurs, les filles, tout le monde va concourir, mais généralement aussi, si je vais aller un peu plus loin, parfois c'est quand on rencontre beaucoup de belles-sœurs ou de beaux-frères qui ne sont pas allés en mariage, on a vraiment des problèmes parce que il faut vivre, il faut comprendre et avoir vécu, soit maritalement ou bien même le simple vient, on reste là pour savoir comprendre. Oui, pour comprendre. Et donc parfois quand certains sont frustrés, ils apportent aussi la frustration autour d'eux.
Mais oui, il apporte la faute. Oui, tu vas revenir. Je voulais dire... Oui, non, tu vas revenir là-dessus. C'est juste que je fais juste une parenthèse. Tu as dit tantôt qu'il y a des belles familles qui acceptent ça, c'est bien. Mais le constat qu'on fait, c'est que beaucoup de personnes ne font pas l'apologie des belles familles où ça va. Mais les gens parlent beaucoup seulement des belles familles où ça va pas. Ma belle-mère dérange, mon beau-père fait ceci, mes belles-sœurs. Mais quand les belles-sœurs sont gentilles, quand le beau-père est gentil, les gens n'en parlent pas. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, effectivement? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on n'arrive pas à valoriser de manière publique autant qu'on valorise publiquement quand ça ne va pas avec les belles familles? À mon humble avis, je pense que parfois, quand l'intérêt qui nous a motivés à entrer dans la famille n'est pas rencontré, on commence à vilipender. Donc, si tu sais que tu as épousé cet homme et tu acceptes sa famille, bon, qu'il pouvoir tes besoins ou pas, ça ne va pas déranger. Mais parfois, on se dit que je t'ai épousé, ton oncle est ministre, ton oncle est tel, et depuis notre situation ne change pas. On a épousé et on se disait qu'en entrant dans la famille, là, je calcule déjà. Et j'aurai tel concours si je suis ici. Et quand, à un moment donné, on se rend compte que les choses n'évoluent pas, on commence à trouver que, bon, on parle à gauche et à droite, mais il y a les belles familles où... Mais ce qui est sûr, c'est que le temps de fusion, le temps d'acceptation, il y a toujours des conflits. Parce que c'est des personnes qui ont reçu différentes éducations, qui viennent, qui se mettent ensemble dans le temps qu'on s'acclimate et tout, ça crée forcément des conflits. Et puis bon, mais si l'objectif, c'est l'amour, l'objectif c'est le progrès, parce que les conflits sont toujours là. Aujourd'hui, peut-être je vais chanter les louanges de ma belle famille, surtout de ma belle-mère, mais ça n'a pas toujours été le cas, mais il fallait être patient pour que à un moment donné, c'était une étape. Et tu as su gérer cette étape-là. Il y a une personne que je connais qui m'a dit un jour que si elle avait de très bonnes relations avec sa belle famille, et elle m'a dit qu'elle apprécie ça, mais seulement si elle commence à divulguer ça, la belle famille va se dire, en fait, quand tu en parles, c'est comme pour dire aux gens que tu nous as dans ta poche. Et pour ne pas que la belle famille se retourne contre elle, elle préfère simplement profiter de leur gentillesse et ne pas trop en parler. Je pense aussi que c'est vraiment l'idée de pouvoir se mettre en sécurité, parce que personne ne va avoir l'impression qu'on l'a dans la poche, que vraiment on te possède, ainsi de suite. Je dis, quand je vois au niveau de son point de vue. Donc, tu l'as dit un mot en fait, sur... j'ai deux approches. Je veux dire, tu sais qu'elle a dit des choses assez intéressantes, mais je pose une question. Elle a parlé du bonheur du conjoint. Qui définit le bonheur du conjoint? Ouais. C'est-à-dire que, qui définit mon bonheur? Je suis la meilleure personne qui définit mon bonheur. Et j'ai choisi une personne, c'est-à-dire que ça peut être la femme qui a accepté, qui m'a aussi accepté, avec qui nous allons cheminer, avec qui nous allons passer nos bons moments, nos mauvais moments. Donc mon bonheur, je crois que je suis la personne mieux possible de dire, et elle m'accompagne dans mon bonheur. Mais sur la difficulté, je ne suis pas sûr que c'est ma soeur aînée, c'est ma maman, c'est mon père, c'est mon petit frère qui peut définir qu'est-ce qui est bien pour moi. Parce que parfois on le fait contre la volonté du conjoint ou de la conjointe qui subit. Je vais quand même faire un rappel. Pendant que pour moi, la famille de mon épouse, ma belle famille, je rappelle que je suis ma famille, une belle famille. Parce que parfois on a l'impression qu'on oublie que nous sommes une belle famille pour une autre famille. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on agit d'une certaine façon. Il y a une soeur aînée qui m'a dit un jour, elle ne souhaite pas que je fasse à mon épouse ce que elle ne veut pas faire vivre à sa fille. Donc la pression que j'ai, premièrement, elle d'abord dans ma famille, parce que la dynamique, elle a dit quelque chose que je veux revenir aussi, elle a dit, parfois c'est les moyens, c'est pas les moyens, elle a parlé pour l'éducation. Mais je pense que c'est plus, comme elle a dit, la culture qu'il y a dans la famille. Parce que ce que j'ai dit, c'est une femme de quelqu'un qui est assez lourd. J'avais dit, cette dame est bien assise financièrement. Et c'est pas parce qu'elle est assise financièrement qu'elle a cette autorité sur laquelle elle agit sur le garçon. Mais je veux dire, pour moi, je pense que la dynamique dans laquelle nous devons voir, enfin, l'angle sur lequel nous devons voir, c'est soit on regarde sur le fait du garçon ou de la fille qui vit sa belle famille. Et je veux revenir sur l'angle de la belle famille. Je pense, comme elle a dit, que la culture de la famille est quelque chose d'important. Mais quelles sont les cultures que nous avons aujourd'hui? Demandons-nous comment est-ce que nous formons un jeune garçon, une jeune fille aujourd'hui à se marier. On les forme à être dépendants de la famille. C'est-à-dire quoi? Les jeunes garçons et jeunes filles sont devenus des assurances vieillesse des parents. C'est-à-dire que je causais une maman, j'ai une amie qui m'est très proche, qui me dit, elle a payé l'université catholique à sa fille. Il n'est pas question qu'elle chôme. Même si son mari, elle va travailler. Pour prendre soin d'elle dans la vieillesse. Parce qu'évidemment, il faut... il faudrait que... Ça veut dire que cette fille n'étant pas mariée commence à avoir les problèmes de couple.
Elle n'est pas mariée, elle commence à avoir le problème de couple. Il n'y a pas de mari. Il n'y a personne. C'est pour dire que parfois, comme j'aime le concept culture, parce qu'on parle de culture d'entreprise, elle développe le concept de culture de famille. Quel état d'esprit que nous avons dans la famille? Et cet état d'esprit, effectivement, qu'on ait les moyens ou pas, détruire le couple. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur ce que vous êtes en train de dire, intéressant, pour dire quand même que ça revient à ce qui se passe en général, que ce soit dans les mairies ou partout. On dit généralement que quand deux personnes se marient, ce n'est pas que deux personnes, ce sont des familles. C'est-à-dire des familles qui envoient les enfants en mariage, des familles qui s'unissent, mais de rien, des familles s'unissent. Parce que quand tu épouses un X, un Y, ce n'est pas que toi. C'est-à-dire que tu prends le nom de quelqu'un qui a pris ce nom de son père, donc c'est une famille qui est représentée. Est-ce que ce fait-là, les gens ne comprennent pas ça mal? Le fait de dire que c'est deux familles qui s'unissent. Est-ce que finalement les familles ne comprennent pas ça mal et pensent qu'elles font partie du couple finalement? Quand on dit c'est deux familles qui s'unissent quand nos enfants se sont mariés, est-ce que les familles n'ont pas finalement l'impression qu'elles-mêmes sont la troisième partie de ce couple et veulent vraiment se parler, avoir à dire sur votre fonctionnement? Troisième partie, c'est trop dit. Il faut partie intégrante, même pas troisième partie. C'est-à-dire que nous faisons partie de votre famille. Je travaille avec le couple de la préparation au mariage de manière individuelle. Il n'est pas question de se couper de sa famille. On sort des familles. Dans le mariage, évidemment, les familles font partie. Mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est la rupture? Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est l'indépendance? Ce sont ces éléments qu'il faut davantage valoriser. Parce que parfois, la dynamique, c'est que on a quitté, on n'est pas vraiment quitté. Ça revient à ce que le docteur disait tout à l'heure. Dans ce que nous avançons, comment est-ce qu'on est parti? Est-ce que c'est le genre, comme on dit, on a vendu la chèvre, on a arrêté la corde? Ou alors on a laissé l'enfant se battre avec ses forces, ses faiblesses, avec ses succès, mais aussi ses échecs qui font grandir? C'est-à-dire qu'avant de se marier, il faudrait que les jeunes qu'on prépare au mariage puissent avoir une idée claire du niveau... Une maturité, comme je disais tout à l'heure, une certaine maturité. Il y a le niveau d'implication de leur famille, de leur famille d'origine dans le couple qu'ils sont en train de former. Donc on a besoin de leur expliquer que même si vous sortez des familles, en vous mariant, vous formez une nouvelle famille et l'autre famille a un rôle important, mais pas... Oui, moi j'ai envie d'aller plus loin parce que dans l'éducation aujourd'hui, on parle du triangle éducatif, c'est-à-dire l'élève, le parent et l'enseignant. C'est comme ça aujourd'hui. Et je me dis que c'est la même chose qui doit se faire aussi sur le plan conjugal, c'est-à-dire intégrer aussi les parents dans la formation. Parce que c'est pas évident qu'une mère qui t'a porté, une mère qui a souffert quand elle accouchait, et aujourd'hui une autre femme entre dans ta vie et tu penses qu'elle ne doit pas peut-être intervenir encore. Donc, parfois, certaines femmes le font sans s'en rendre compte. C'est pas volontaire. Tu en parlais au début. C'est pas volontaire, mais on doit aussi même intégrer les parents dans les formations à la préparation de mariage. S'il y a des séances comme Coach Nelly, parfois, il faut inviter les belles familles. Ton père, ta mère, tu te sens trop proche de qui? Un peu pour dire que vous êtes là, elle ne vient pas vous séparer de votre fils, mais comprenez que vous devez matcher ensemble pour le bonheur de votre fils. Parce que, en fait, personnellement, j'ai failli tomber dans ce piège en début de mariage. Ma belle-mère est très attachée à son fils. Il y a des belles-mères, il y a des parents qui ne sont pas très attachés à leur enfant. Donc, mais la mienne, très attachée à son fils. Quand on était fiancés, si je disais, oh, ta mère t'appelle, la réaction qu'il avait, je sentais qu'elle a de... Oui, elle est vraiment. Donc, ça ne servait à rien d'entrer dans cette belle famille, commencer à sentir que je viens la renverser. C'est moi qui il doit ressentir comme ça quand moi aussi. Donc, il y a ça. Donc, il faut très bien comprendre et matcher ensemble pour le bonheur. Parce qu'à un moment donné, quand il y a conflit, la personne qui est malheureuse, c'est le conjoint. Pourtant, on s'est marié pour le bonheur, pour qu'il soit heureux, mais on se rend compte que la belle-mère est trop présente. Le beau-père, l'oncle, elles sont trop présentes. Mais comment voir? Parce qu'il faut aussi prioriser. Tout à l'heure, j'y ai pensé. Il faut prioriser la belle famille, le cercle plus proche, c'est qu'elle. C'est vrai, tout le monde est là. Mais il faut quand même... des parties, la proximité, vous voyez un peu. Est-ce que la personne qui est trop présente, ça doit être l'oncle? Parce qu'il y a des oncles qui sont...
qui sont trop présents. Et je pense qu'il y a des gens qui sont un peu éloignés, oui, mais qui peuvent être présents cause de la nature de la relation qu'ils ont eue. Oui. On peut voir dans une famille où un homme n'est pas très proche de ses sœurs, mais il est proche d'un cousin. Et donc le cousin va être oui, et il va venir souvent plus présent. Mais Larissa, toi qui es psychologue, quand on parle de cette atmosphère d'intervention, et elle a dit un élément important qui fait allusion à la nature de la relation qui existait entre les parents et les conjoints, n'est-ce pas? Est-ce que cette relation-là, cette émotion, cet attachement peut facilement être, je ne vais pas dire brisé, peut facilement être géré par une personne qui attend avoir la première place? C'est-à-dire, je prends le cas d'une femme qui espère qu'en se mariant, son mari va être le centre de son intérêt, il va la regarder et elle se rend compte que le mari est toujours en train d'appeler sa mère, toujours en train de 1-2, il va voir sa mère parce que sa mère a des problèmes de tension, il faut que... sa mère n'est pas le seul enfant, mais il est très proche. Est-ce que c'est facile pour une épouse, prenons d'abord le cas, pour une épouse de pouvoir gérer ça émotionnellement? Alors Nelly, comme je le disais d'entrée de jeu, déjà, lorsqu'on parlait des causes, l'une des causes généralement de ce problème, ce sont des problèmes de séparation. La maman qui n'a... Parce que généralement, on rencontre ces problèmes avec les femmes. Avec les hommes, ça peut exister, mais c'est rare. Parce que les relations père-fils, père-fille, pardon, autant pour moi, lorsque le père a donné sa fille le jour du mariage, lui, c'est que sa mission s'achève là. En général. Mais maintenant, le cordon est plus difficile à couper du côté de la maman. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que il faudrait que chaque conjoint déjà, au début, parce que ce sont des choses comme, ce sont des bases qu'on pose au début de la relation. Il faudrait que chaque conjoint déjà sache établir les limites avec sa famille. Il faut déjà, parce que ça, si vous ne le faites pas dès le début, après ça va être compliqué. La maman doit savoir que, parce que c'est vrai qu'on est maman, c'est pas facile, le lien que tu as tissé avec ton fils et tout, mais tu dois savoir que en fait, chaque maman devait même se mettre ça en tête, que mon fils que j'élève là aujourd'hui, c'est pour une femme. C'est pas moi, c'est mon mari, je dois me concentrer sur mon mari. Mais généralement, c'est compliqué parce que déjà, même avec son conjoint, ça ne va pas. Et tout son amour, elle le met sur son enfant. À ce moment, couper le cordon est difficile, mais c'est maintenant au fils de savoir, sans brusquer la mère, lui, il doit être une sorte de diplomate. Parce que les problèmes, je dis souvent, une femme ne doit pas entrer en conflit avec sa belle famille. Les problèmes avec la belle famille, c'est l'autre conjoint qui les gère. C'est chacun qui doit devrait les gérer. On arrive dans une situation où il y a un conjoint qui dit vraiment, essaie de gérer, je ne veux pas me mettre entre vous. Et c'est là où ça devient vraiment compliqué. Mais quand nous parlons vraiment, on parle du fait que avant de se marier, il devrait pouvoir, le conjoint devrait pouvoir bien expliquer à sa mère. Mais est-ce qu'ils ont cet équipement souvent? Donc, quand on regarde le fait que effectivement les jeunes sont éduqués dans le sens de rester en famille, c'est-à-dire que même quand on a là un mariage, il faut vraiment que quand on t'appelle en famille, que tu reviennes. Est-ce qu'ils ont l'équipement là pour vraiment, quand il veut s'engager, pouvoir dire à la mère ou au père, bon papa, tu vois, je vais me marier, tu sais qu'entre nous, les choses vont plus la même. Est-ce qu'ils ont l'équipement là? En fait, à ce niveau, il ne s'agit pas de dire ça aux parents parce que maintenant, en fonction de chacun, en disant aux parents, lui peut se dire, donc elle n'est même pas encore entrée, elle est déjà en train de vouloir nous séparer. Non, c'est dans la façon de faire. Mais est-ce que finalement, ça ne devait pas être avant même que la fille n'arrive? C'est ça le vrai problème. Parce qu'à l'instant où elle est parce que si elle est vraiment là, la mère peut se dire, ah mais cette fille, à peine on lui a demandé la main, elle commence déjà à me mettre en temps. Mais si la personne le fait, arrive à le faire avant, c'est plutôt protecteur pour... Parce que ce qu'on dit en famille, le mariage chez une famille ne finit pas. On le dit à tout le monde. On dit aussi que la famille, c'est l'aéroport. J'ai une tante qui m'a dit que la famille, c'est l'aéroport. Et voilà, toi, tu es ton mari, c'est l'avion. Si ça cuit en haut, là, tu vas venir vers nous. Comme pour dire, tu as intérêt à partir et à te souvenir que nous sommes toujours là. J'étais à un mariage où le père dit à sa fille, en tout cas, ma fille part, mais sa chambre est vide. Sa chambre ne sera pas occupée.
Comme pour dire qu'elle peut encore revenir. Si vous la dérangez là-bas, elle peut revenir. C'est parfois des petits blagues qu'on dit, mais qui sont suffisamment révélateurs sur l'état d'esprit. Moi, je pense pour ma part que la dynamique, c'est que, Dor a dit quelque chose d'important, c'est l'éducation. Elle dit la maman devrait comprendre. La maman n'a même pas capté de comprendre. Elle ne veut même pas comprendre parce qu'elle sait que son fils. Et elle disait tout à l'heure, j'ai porté mon fils pendant 9 mois. C'était même 12 mois. J'ai dit à une jeune fille, j'ai dit à un garçon que sa mère lui a dit, chantage émotionnel, que dis à ta mère que ta femme te porte sur son ventre maintenant, tout le temps, pendant longtemps. Elle a porté son ventre devant, tu étais tout petit, tu ne plaisais pas. Maintenant, tout ton poids, si elle te porte son ventre pendant longtemps, c'est peut-être dur, mais il faut parfois arriver à le dire. Il y a un prix à payer. Je ne vais jamais rejeter ma mère. Alors là, jamais. Mais je ne peux pas permettre que ma mère vienne diriger ma maison. L'expression d'un manque de maturité très profond. J'ai besoin de dire à ma mère, c'est vrai, tu as. Maintenant, il faut laisser l'opportunité à l'autre. Et parfois, ça se passe pourquoi? Dor a commencé à développer, ça peut-être n'a pas assez développé, peut-être elle va revenir dessus. Le fait que dans nos familles, parfois nos échecs, dans nos vies de couple, on veut éviter nos enfants à aller vivre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met des barrières, c'est-à-dire que ce que mon mari, ma femme a fait, j'évite ça à l'autre. Or, ce n'est pas ce que l'autre fait. C'est-à-dire que le problème que j'ai vécu, je transpose sur mon fils, je transpose sur ma fille et je vais éviter. Pourtant, le conjoint n'est pas dans la même dynamique. On n'a pas les mêmes logiciels, on n'a pas les mêmes prérequis, on n'a pas le même background. Parce que ce qu'on oublie en famille, c'est le background familial. Notre background familial influe. Si maman vraiment pendant sa vie de couple bâtissait une relation avec son mari, elle n'a pas tant des enfants. Parce que maintenant que les enfants sont partis, elle a tout le temps de son chéri. Elle a tout le temps. Et c'est pour ça que vous voyez dans les familles, parfois comme ça, c'est que les enfants sont en Europe. La mère laisse son mari au Cameroun. Elle part passer le temps 6 mois au Canada pour garder l'enfant. Après, elle part en Belgique. Après, elle part en tenant son mari au pays. Il est là seul. C'est-à-dire que très souvent, c'est des choses parce qu'il n'y a pas eu quelque chose de bâti. Qu'elle-même, que le couple et les parents n'ont pas assez bâti. Parce que si un couple de parents était bien bâti, ils ont les outils pour dire aux enfants, apprenez à vous bâtir vous-même. Et acceptez de faire vos erreurs. Assumez vos erreurs. Et je vais revenir sur le concept de culture de famille. C'est ça. J'ai fait un choix. Parfois, même quand le garçon, là où la fille n'a pas de fiancé, on ne dit rien. Dès qu'il trouve la personne, on commence à trouver des critiques et des critères. Il y a un jeune couple avec qui j'ai travaillé il n'y a pas longtemps. La fille est médecin. J'ai demandé un jour, ce garçon, c'est ton patient ou c'est ton fiancé? Parce que c'est un petit bébé. On va demander, ils vont s'asseoir, décider une chose, il va repartir dans sa famille, on va remettre en cause. Elle va venir dire que oui, c'est parce qu'elle justifie ses erreurs. Elle lui trouve des excuses, des arguments. Et elle n'essaye pas de comprendre ce qui se passe. Elle avait la compassion du médecin à l'endroit de son fiancé. Pourtant, ce n'est pas son patient. Du coup, ce couple... Et elle n'arrive pas à faire le lien avec ce qu'elle va vivre une fois mariée. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de poser une grosse fondation. Elle ne se rend pas compte. Une grosse fondation parce qu'elle va se plaindre que lui, on a décidé, il est parti, il veut décider de changer ceci. Mais en fait, tu as expliqué pourquoi il a fait. Tu as compris, tu as justifié. Pourquoi il va s'arrêter? Il va continuer et tu vas toujours. Et le prix à payer parfois, c'est que pour rompre le cordon ombilical, quand un enfant vient, il parle sur le comptoir des femmes, l'enfant pleure. C'est ça qui donne sa vie. Il faut accepter de couper le cordon ombilical avec les douleurs que cela va engendrer. Il faut surtout accepter de le couper avant que la fille... Avec les douleurs que cela va engager. Avant que la future fiancée n'arrive. Voilà. Ou accepter de couper avant que le futur fiancé... Mais n'est pas ta même si on n'a pas pu couper avant. C'est une bonne préparation au mariage. Nous sommes encore dans le cadre de ceux qui sont... dans la phase où ils peuvent encore le faire, ils ne sont pas mariés. À l'intérieur, ça devient un peu compliqué. On va revenir, Larissa, parce qu'on doit partir dans notre prochaine rubrique. On revient avec toi sur le point d'honneur qui est avec le docteur Toko Cassandre, qui nous fait des petites capsules, qui nous parle de la santé. Et voilà, ça nous édifie encore en famille. Le docteur Toko Cassandre, et on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ou bonjour d'ailleurs, selon le moment où vous me recevez. Bienvenue à notre rubrique santé. Aujourd'hui, nous allons parler des médicaments de la rue. Alors, je sais, c'est un sujet polémique, c'est un sujet vraiment sensible. Je ne veux pas du tout aborder le côté politique de la chose, mais je veux vraiment rester dans le domaine de la santé. Et la question à laquelle je veux répondre aujourd'hui, c'est est-ce que les médicaments de la rue sont bons pour la santé ? On sait que la plupart des médicaments coûtent cher, la santé coûte cher, se soigner coûte cher. Alors, les médicaments de la rue deviennent une alternative pour vraiment prendre soin de soi.
Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé? Bien évidemment, vous savez ce que je vais vous dire. Je vais vous dire non. Tout simplement, pourquoi? Parce que ces médicaments, on ne sait pas comment ils sont conservés. Les dates de péremption ne sont pas maîtrisées. Les indications ne sont pas maîtrisées. En fait, des médicaments ne se vendent pas comme on vend des vêtements ou comme on vend des chaussures. Il faut vraiment avoir une certaine connaissance médicale, une certaine connaissance pharmacologique pour pouvoir vendre des médicaments. Donc, rien que pour cet argument, ce n'est pas recommandé de les acheter. De l'autre côté, eh bien, vous ne savez pas d'où ils viennent. Vous n'êtes pas sûr que les comprimés qui sont dans la boîte sont toujours ceux qui sont indiqués. Vous ne savez pas comment ils sont conservés. Certains médicaments ne supportent pas certaines températures. Certains médicaments ont besoin d'être gardés au frais. Et donc, quand ils sont là, sous le soleil, sur les étals, du matin au soir, vous n'avez vraiment aucune idée de la dégradation que ces médicaments subissent. Alors, nous rencontrons régulièrement à l'hôpital des cas de réaction allergique des personnes qui ont pris ces médicaments. C'est vraiment des choses très impressionnantes. Et notamment, une des manifestations qu'on appelle le syndrome de Stevens-Johnson, en fait, ça se manifeste comme un pelage de la peau. C'est une réaction allergique très, très, très violente où on a des bulles sur la peau qui finissent par se percer et en fait, tout le corps est atteint, parfois jusqu'à l'intérieur de l'organisme, la bouche, le tube digestif. Donc vraiment, c'est quelques mots juste pour vous recommander d'éviter de prendre les médicaments de la rue. Votre santé vaut mieux, beaucoup plus que ça. Allez, à très bientôt. Merci, docteur Toko Cassandre, pour ces belles capsules. Tu nous as parlé aujourd'hui de faire attention aux médicaments de la rue parce qu'il y a beaucoup de choses à contrôler. Alors, on parlait tantôt de ce fameux cordon à couper. Et docteur Larissa, tu vas nous parler un peu de comment, effectivement, on a parlé avec les deux, comment le conjoint, surtout avant le mariage, peut se préparer à couper ce cordon. Mais une fois marié, pour ceux qui sont mariés, comment faire effectivement pour gérer cette relation émotionnelle forte-là? En fait, déjà, pour pouvoir gérer cette relation, il faudrait qu'il y ait une certaine complicité, une cohésion au niveau du couple. Donc, le couple doit être en cohésion et en parfaite harmonie. C'est-à-dire, doivent partager les mêmes valeurs. Et chacun doit faire part de ses attentes et de ses attentes et de ce qui le blesse à l'autre, venant de la belle famille, de ses frustrations. Et à ce moment, parce qu'il faudrait que face à la belle famille, on ait une même parole. C'est pas bien qu'il y ait une contradiction dans le couple, parce que les belles familles aussi généralement observent. Dès qu'on trouve qu'il y a la faille, là, on peut s'agripper dessus et on peut essayer de s'immiscer n'importe comment. Lorsque la maman va savoir que, bon, quand je veux ceci, mon fils va céder à mes caprices, sa femme n'a même pas mot à dire, etc. Elle saura effectivement jouer sur ça. Surtout que les mamans aiment souvent jouer sur les sentiments. Certains conjoints font souvent quoi? Si tu as un cadeau, par exemple, que tu fais à ta belle-mère, c'est ta femme que tu envoies. Parfois... Et la belle-mère, comment elle interprète le fait que mon enfant qui m'a toujours fait des cadeaux envoie maintenant sa femme une étrangère. En fait, la plus grosse peur lorsque ton enfant va avec une autre personne, c'est cette séparation. Si la maman se rend compte que où la belle famille se rend compte que malgré que notre fils se soit marié, il n'a pas changé. Il continue de subvenir à nos besoins parce que c'est un ensemble de choses. Parfois, il y a ces problèmes financiers. Il y a des familles où on ne veut pas, par exemple, que l'enfant se marie parce que c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Et on a peur qu'une autre femme en venant, soit elle va couper le robinet ou alors elle va nous séparer parce qu'il y a souvent des femmes qui divisent les familles. Quand elle arrive là, tu t'entendais avec tes frères, elle met tout ça, et bon, pour elle ça suffit. C'est maintenant, moi, elle veut se protéger et positionner sa famille. En fait, elle veut te séparer de ta famille et imposer la sienne. Et généralement, la peur vient du fait, l'hostilité de la belle famille, c'est souvent pour ça, parce qu'on se dit, peut-être celle-là, elle vient nous, c'est parce qu'on voit souvent des exemples autour de nous. On voit souvent des hommes, dès qu'ils se marient, ils ne donnent plus rien à sa famille.
Parce que et tout va dans la famille de la femme. Oui, donc, c'est beaucoup plus des problèmes de peur. L'hostilité de la famille, en fait, il contre-attaque. Et c'est maintenant à la belle-fille de montrer à sa famille, de rassurer par des actes, que je ne suis pas venue vous séparer. Voilà. Parfois, il y a même des filles qui renforcent même des liens familiaux. Donc, en général, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la base, parce que tout se joue au début. Lorsque dès le départ, vous avez mis vous allez poser des bons jalons dans votre relation et avec la belle famille, le reste suit. Mais si dès le départ, rien ne va, on ne sait pas comment gérer. C'est pour ça que je parlais d'imposer des limites. L'homme, et imposer les limites, c'est qu'on discute d'abord entre nous et maintenant notre attitude envers la famille doit être, coordonnée. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on discute. Après, quand on va dans des directions différentes. Merci. Et c'est pour ça que tu as bien commencé en disant que pour que ce soit bien fait, la base serait que la relation de couple soit assez solide. Et qu'il y ait une même vision. Je vais revenir nuance quand même à ce qu'elle a dit, s'il te plaît. Elle a dit que quand la belle-fille arrive, qu'elle rassure la belle famille que la charge, enfin, la façon de s'occuper de la belle famille est la même. Non, ça peut pas être la même. Ça peut pas, c'est pas que ce soit la même. Pourquoi? Parce que non, mais maintenant, je pense que ce qu'elle dit n'est pas. J'ai compris ce qu'elle a dit. Je vais essayer de faire une nuance simplement. Elle a dit ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une question de rassurer. Mais il faut que la famille comprenne aussi que c'est un peu plus la même chose. Pourquoi? Parce qu'avant, j'étais seul. Maintenant j'ai une épouse à qui je dois faire plaisir. Donc il prend une partie des revenus que j'ai. Je dois prendre soin. Donc je dois prendre soin. En plus, il doit comprendre que ce n'est plus mon revenu, c'est notre revenu à deux. Ça, c'est une famille le comprend. C'est-à-dire que la notion, parfois, on a l'impression que je suis chez mon fils a. J'ai eu la grâce qu'avant de me marier, une sœur aînée avait dit à ma famille, une réunion familiale, que maintenant qu'il est célibataire, il va s'occuper d'un ensemble de choses. Mais quand il sera marié, sachant que ça sera fini. C'est la grâce que moi j'ai eu avant. Donc j'ai pas eu de épouse. C'est ma sœur aînée qui, de par son expérience d'aînée, de femme, de mère, a compris que quand je vais me marier, les choses vont changer. Et c'est parfois, comme elle dit, c'est que les familles ont l'impression qu'il faut que ce soit exactement la même chose. Je dois m'occuper des familles, mais je ne m'occupe plus d'une famille. J'ai maintenant 2 familles. Tu ne pourrais pas dire 3. Parce qu'il y a ma famille qui est la famille prioritaire. Ça, il faut le savoir. J'ai une épouse et les enfants vont arriver. On a maintenant des projets. Peut-être que j'étais seul, peut-être pas de projet. J'ai une épouse qui est venue qui m'a dit que, comme on connaît chez nous, quand on se marie, il faut acheter le terrain, il faut construire. Elle commence à dire qu'il faut prendre le terrain. Donc chaque jour, comme elle dit, il faut garder 10 000, 15 000. Ça veut dire que l'argent, peut-être qu'il y a en famille, il faut grignoter un peu. L'argent, même le fait de soutenir les gens autour, la même chose, le soutien aux autres, ça doit diminuer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que la fille est venue tout gâter. C'est elle qui est venue gâter notre frère. En fait, parfois, comme on dit, on se marie, on devient plus responsable. Il y a des choses qui accompagnent cette responsabilité. Et les familles devraient il y a un prix à payer derrière. C'est ça qu'il y a un prix à payer derrière. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que quand on est célibataire, on prie pour se marier, mais on oublie de prier pour la belle famille. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Il faut gagner son combat avant d'aller dans le combat. Parce que j'ai quelqu'un que j'ai suivi, elle espérait que comme son fiancé à l'époque, qui est son mari aujourd'hui, sa belle-mère était morte. Elle était sûre que, mon mariage allait être léger. Le gros caillou, c'est-à-dire la belle-mère, même pas la belle-mère, il n'y avait pas de belle-mère. Il n'y avait pas ça. Je dis mais adoptif. Elle ne savait pas qu'en fait, même sa belle famille devait être son mari. Parce que lui-même, il n'était pas facile à vivre. Donc, quand on se prépare au mariage, on doit, pour ceux qui prient, les chrétiens qui prient, doivent prier aussi pour la belle famille. Il faut mettre ça dans les sujets de prière. Que ma belle famille doit m'accepter. Je dois avoir mon couloir dans ma belle famille. Parce que quand on n'a pas préparé avant d'entrer, le combat est plus difficile que celui-là qui était déjà préparé. Ce qui fait que quand tu vas étant préparé, quand tu vois les attaques, les incompréhensions et tout le reste, ton attitude est différente. Mais quand tu pars, parce que la voisine t'a chargé, que je dis que comme tu pars là, c'est le combat. Ne laisse pas tes belles-sœurs entrer dans ta cuisine. Attends, mais avant ça, j'avais une question que je voulais te poser avec. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que, on parlait tantôt du fait que 2 personnes peuvent être fiancées et on commence à avoir des signes d'alerte? Que vraiment, attention, tel que le gars là se comporte ou tel que la fille se comporte, sa famille va s'immiscer. Qu'est-ce qui peut expliquer que 2 personnes, un couple de fiancés, dans lequel l'un des conjoints voit déjà des signes de danger dans la relation, particulièrement au niveau de l'immission de la belle famille, ne décide pas de s'arrêter, de se dire, on n'avance pas si on ne traite pas ce point? Pourquoi
pourquoi ils ferment les yeux? C'est la sorte de vouloir se marier ou quoi? Coach Nelly, c'est un sujet, je me suis entretenue aujourd'hui avec une qui vit ce genre de situation. La belle famille, elle est là, elle a fait un enfant et elle est pour l'instant à la maison. Ils ne sont pas encore légalement mariés. Et la sœur de son fiancé a eu le boulot et la belle-mère lui a demandé d'aller faire maintenant le baby-sitting. Donc aller s'occuper de l'enfant. Et elle a même voulu qu'elle aille habiter là-bas, question de dépannage. Je lui ai demandé, est-ce que tu vois ce que tu es en train de devenir? Donc, les liens sont tellement forts qu'elle a l'impression qu'elle est comme la boniche, en fait. Donc, c'est des choses que quand tu vois, c'est des signaux d'alarme. Maintenant, pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut établir des objectifs dans la relation. Et quand des objectifs qui sont mesurables et faisables. Parce que quand on a un objectif et on se rend compte que depuis, on a un objectif, par exemple, d'épargne. Tu dois venir me doter. Et je connais ton salaire. Et je sais que si on épargne tel montant, on va arriver à tel montant. On se crée cet objectif, on se dit cet objectif. Et si à un moment donné, non, c'est comme mon oncle avait, c'est comme mon... Non, excuse-moi, c'est que ma mère, vraiment, il avait la réunion. Je ne pouvais pas laisser la réunion. Tu commences à comprendre que non, soit tu deviens plus ferme. Parce que le problème avec des gens, c'est qu'ils n'ont pas d'objectif. C'est juste l'amour. Oh, il est romantique. L'engouement de sortir du célibat et d'être appelé madame. Et on oublie que tout se construit. Donc, si tu es dans une relation où il y a des signaux déjà tu te rends compte que la belle famille peut être en danger, c'est l'occasion pour vous de vous asseoir et établir juste des objectifs. Et à travers ces objectifs-là, les problèmes seront mieux gérés que ceux-là qui sont à tout moment la chamaillerie. Oui, les gens se chamaillent parce qu'en fait, il n'y a pas eu pas un contrat, mais un document sur lequel on s'appuie pour mieux gérer la relation. Donc, il faut établir les objectifs. Alors, Larissa, qu'est-ce qu'une famille, une belle famille gagne? Qu'est-ce qu'une belle famille gagne vraiment à semer la zizanie dans un couple? Parce que ce genre de cas, on en connaît, nous qui encadrons des couples. C'est-à-dire, c'est légion que ma belle-mère est assise dans mon foyer. Qu'est-ce qu'une belle famille gagne à ce que leur beau-fils, ça c'est... Parfois, pour les hommes, parfois, c'est le mépris, où la belle famille te méprise. Parfois, pour la femme, c'est qu'on vient même jusqu'à domicile te violenter. Qu'est-ce qu'une belle famille gagne à ce que leur belle-fille soit mal à l'aise? Ou leur beau-fils. Ou leur beau-fils même. Oui, la belle famille, elle gagne parce que, comment on dit ça, la relation n'a pas changé. Elle continue à trouver son intérêt. Et elle va essayer de maintenir la relation dans cet état parce que elle avait ce contrôle, elle a ses intérêts. Donc, c'est puisque quand je viens chez toi, ta femme doit faire ma volonté. À ce moment, elle subit mes caprices. Donc, moi, je suis à l'aise. C'est la femme, c'est le conjoint qui est blessé, qui est mal à l'aise. Mais la famille, elle établit ses lois et elle est à l'aise. Donc, elle a plus à gagner, elle a son intérêt qui est maintenu. Elle dit que c'est cet intérêt-là, en fait, qu'elle essaie de maintenir. Veut préserver. Oui, la culture familiale, je vais dire, parce que, vous voyez, dans certaines relations, par exemple, pour nous au Cameroun, la façon dont certains, peut-être on élève les gens dans le centre, ce n'est pas forcément... À l'ouest. Alors si deux personnes issues de souches différentes se mettent ensemble, le contrôle, il faut que notre culture demeure. Donc la belle famille se rassure que notre culture là, c'est ça qui est. Donc l'intérêt qu'elle a, c'est que le papa va se rendre compte que non, il comprend bien ce que je lui ai dit depuis toujours là. Alors que les autres sont censés construire leur foyer, développer leur culture à eux, même s'ils vont se baser sur ce qu'ils ont reçu dans le passé, mais ils sont en train de créer la leur. Et donc, c'est ce qu'elle gagne, que non. C'est-à-dire qu'elle maintient sa culture sur le couple. C'est-à-dire que finalement, si on va dans cette logique qui est quelque chose d'aussi important, finalement, est-ce que c'est facile? Parce que sur le plan, même sur le plan juridique, c'est-à-dire que un beau-fils, une belle-fille doit prendre soin de sa belle famille. Mais est-ce que c'est facile de
prendre soin d'une belle famille qui vous perturbe, c'est-à-dire que vous êtes un homme et vos belles-sœurs vous manquent de respect, vos beaux-frères vous manquent de respect, vous êtes une femme, vos belles-sœurs viennent vous manquer de respect. Est-ce que c'est facile maintenant de pouvoir dire, vraiment c'est ma belle famille, quand il y a deuil, je dois aller là-bas, quand il y a problème d'argent, je dois contribuer, je dois même encourager mon mari à investir. Est-ce que c'est facile d'être aussi spontané pour des personnes qui posent des actions qui vous nuisent, entre guillemets, vraiment, et perturbent votre quiétude dans votre domicile, en fait? Bon, est-ce que dans cette nuisance, mon conjoint n'est pas partie prenante? Je pense que mon conjoint est partie prenante. Et parfois, on a tendance à prendre le projet en dehors. Mais moi, je préfère résoudre le problème en interne. Si vous résoudre le problème, c'est en interne. C'est la maturité, c'est l'autonomie que le conjoint, la conjointe doit développer par rapport à sa famille. Je ne sais pas si c'est docteur, je crois que c'est le docteur qui a dit ça tout à l'heure. Quand il faut faire un présent à la famille, qui fait le présent? Quand j'étais célibataire, j'aime pas beaucoup prendre l'exemple, mais je te vous l'histoire. Quand j'étais célibataire, je faisais ce que je pouvais faire. Mais une fois marié, personne ne peut m'appeler pour me demander quoi que ce soit. Quand on appelle, parce que dans mon organe familial, c'est mon épouse qui gère ça. Et du coup, c'est avec ma famille. Il y a des choses qu'elle résout, je suis pas. Enfin, c'est elle qui me dit qu'on a dit. Voilà. Parce que on sait que si on m'appelle, ça ne va pas marcher. Et c'est parce qu'il a fallu que nous le faisons, que nous payons le prix. Mais avant de me marier, je travaillais, mon épouse travaillait. Donc dans sa famille, on sait qu'elle travaille. Donc elles ont un problème, naturellement, demandent à leur soeur. Chez moi, je travaille, on demande aux frères. Donc maintenant, inverser la situation, ça peut être facile, comme on dit, il y a un prix à payer. Prix à payer parce que nous avons eu une formation avant qui nous a amené à ça. Parce que, je vais revenir sur ce qu'elle disait, elle parlait de formation. Mais je finis d'abord. Un prix à payer. Et comme nous avons une formation, nous avons compris que pour nous intégrer mutuellement, il faut que chacun laisse l'autre intervenir dans ce qu'il appelle sa famille, parce que c'est ma nouvelle famille. Ma belle famille est ma nouvelle famille aujourd'hui. Donc j'appelle ma belle-mère ma belle-mère, je l'appelle maman, j'appelle pas ma belle-mère. Donc il y a une façon de l'appeler que mon épouse et moi on a développé. J'ai trouvé, on l'appelait en famille, je me suis moulé. L'autre dynamique, c'est que quand nous nous intégrons dans cette nouvelle famille, parfois quand nous laissons que ce soit nous qui continuons à être l'interface, c'est compliqué. Elle serait bien prêt à payer. Il faut que ma mère, même si ma mère se fâche, qu'elle sache que désormais je ne suis plus seul. Mais là, Osée, tu parles du cas exemplaire. C'est-à-dire, tu parles du cas où les deux conjoints sont en accord sur la je veux revenir sur la formation. Parce que non, mais même en dehors de la formation, parce qu'on peut, ceux qui nous écoutent n'ont pas forcément de formation et sont mariés et vivent cette difficulté-là. C'est-à-dire, je prends le cas d'une femme ou bien d'un homme qui nous écoute actuellement. Il n'a pas fait de formation et cette personne est vraiment dans la situation dans laquelle il faut s'occuper de la belle famille. C'est-à-dire que la femme attend que tu achètes le remède à sa mère, en temps sa mère te manque, te méprise. Est-ce que tu vas vraiment te lever le matin et dire voilà l'argent pour le mettre à ta mère, une mère qui te méprise? Ou alors est-ce que la belle-fille va se lever un matin et dire je vais préparer sur ma belle-mère, laquelle belle-mère t'insulte chaque jour? C'est vraiment, je voulais qu'on parle de cette situation-là. Il y a un travail à deux niveaux qui va être fait. Au niveau, je prends une fille qui a sa belle-mère qui dérange dans son couple. Il y a un travail à deux niveaux. Au niveau de la fille, au niveau de l'époux. L'époux doit être le fusible entre sa mère et son épouse. S'il n'a pas réussi, je vois vraiment qu'on soit dans le cas où s'il n'a pas réussi. Parce que c'est le cas qui perturbe. Quand vraiment le mari est le fusible, vraiment, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Parce qu'il prend, il gère et il tempère au niveau de la femme. Quand il n'a pas réussi, comment la femme, le mariage, c'est d'abord un engagement. Je me suis engagé à aimer un homme tel qu'il est. Avec ses forces et ses faiblesses, une faiblesse qui ne parvient pas à s'autonomiser. Il y a sa maman qui continue à perturber notre couple. Je gère ma belle-mère comme j'aurais aimé quand j'ai ma maman. Le problème, c'est que cette fille, celui qui est méprisé, n'oublie pas de faire sa part. Quand je fais ma part, je peux m'appuyer dessus demain après demain. En cas de situation pour dire que maman, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais si c'est que ma belle-mère pose un acte, je réagis. Nous sommes dans une guerre dans laquelle je suis perdant à la fin. Parce que d'une mot d'une autre, même je ne donne pas les outils à mon époux même pour me défendre. Par contre, si je fais ma part, c'est-à-dire que je me rends compte que dans une famille, on ne veut pas de moi d'une certaine façon, je ne vais pas attendre qu'il y ait un deuil. Je ne vais pas là-bas dire qu'il n'est pas préparé. Parce que c'est pas possible, on va me mépriser, on va me mettre mal à l'aise. Je ne viens pas préparer, mais j'apporte une contribution. C'est bien, c'est-à-dire je voulais vraiment qu'on arrive là et c'est bien que ceux qui nous écoutent notent ça. Parce que beaucoup de personnes sont mentalement dans un état d'esprit de rejet. Dès lors que ma belle famille ne m'accepte pas, vraiment, chez eux là je ne pars pas,
je ne veux même pas de contact avec eux. Ils ne viennent même pas chez moi. Ils ne veulent pas chez moi, que chacun est choisi. Bien qu'on ait noté ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de rejeter, parce que votre mari ou votre femme sort de cette famille et en l'épousant, vous avez accepté cette famille. Et donc, il faut continuer de faire ce que vous devez faire, même si vous n'allez pas le faire dans une proximité qu'on aurait voulu. Coach Nelly, ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que le mariage, c'est pour les personnes matures. Donc, il y a des pics qu'on reçoit et on digère. Mais si lui, sans vouloir être réactif, parce que si tu n'as pas compris ça, étant marié, tu auras trop de problèmes aussi avec la belle famille. Donc, les cas où on se sent rejeté, on rejette, parce qu'il faut comprendre qu'un homme est totalement heureux quand il sent que sa femme et sa famille, ça passe quand même. Quand on sait qu'on marche sur des œufs, le mariage là n'est pas très stable. Soyons vrais. Tout homme aimerait que quand sa femme va chez sa soeur, même si elle n'est pas parfaite, même qu'il sente quand même que il y a au moins la paix. Et donc, le mariage, c'est pour ceux-là. Le mariage, c'est pour ceux-là qui savent encaisser. Payer le prix. Payer le prix. Pour que le bonheur, parce que en fait, les gens font souvent du style, ils attendent que l'autre change pour qu'il change. Donc, si ma belle famille me rejette, je rejette. Donc, si ma belle famille ne m'aime pas, j'affiche très vite à mon mari que je ne gère pas ça. Et même la belle famille. Et même la belle famille. Alors que dans certains cas, parce que ce que je dis, il ne faut pas aussi refuser le fait qu'il y a des gens qui veulent que ça pourrisse. Il y a des belles familles où quand tu te maries, on ne voulait pas qu'ils se marient. Donc pour certains, c'est jusqu'à la gare, ça ne va jamais marcher et on sera toujours là pour se rassurer que ça ne va pas aller. Mais dans le cas où certaines personnes, il leur faut du temps pour s'adapter, pour se comprendre, c'est le temps où la belle-fille aussi, ou bien le bonhomme, le beau-fils, doit accepter, porter certaines choses. Et le temps, c'est comme l'évolution d'un enfant. On marche, on tombe, on se relève. C'est la même chose même dans le mariage. Il y a la période où les deux familles doivent s'accepter, doivent entrer en conflit, et après, trouver un équilibre. Ça va aller. Oui, mais le problème qui se passe, c'est que quand il y a des problèmes, la belle-fille va aller dire à sa mère. Et donc, quand on va aller dire à sa mère, on va mettre le cube de sel et tout le reste. Alors qu'il y a des choses qu'il faut d'abord encaisser. Parce que quand je dis supporter, on peut supporter parfois ce qu'on ne doit même pas supporter. On encaisse. Tu peux encaisser, tu supportes, et tu peux encaisser, tu ne supportes pas. Mais tu encaisses. Donc, il y a des moments où il faut d'abord enquêter. Pendant cette encaisser, pendant que tu encaisses, tu observes le terrain. Parce que encaisser, tu peux réagir et puis tu décides, non, tu observes encore. Donc, il y a cette phase-là. Il faut la maturité pour ceux qui ne sont pas acceptés dans la famille. Si c'est toi l'homme ou bien toi la femme, il faut d'abord encaisser pour essayer d'étudier le terrain, étudier la culture, le niveau éducatif de la famille, le niveau social de la famille. Il faut... Pendant tout ce temps-là, ça prend du temps. Et quand on a fait son idée, on commence à poser les actes qu'il faut. C'est important. Très bien. Larissa, quelles peuvent être les implications ou alors les conséquences sur le plan affectif au niveau des enfants? Parce que nous parlons d'un mari et d'une femme. Donc une personne qui, lorsqu'elle est méprisée, que ce soit le mari ou l'homme, est frustrée. Si la femme elle est frustrée, le mari est frustré. Et donc c'est ce mari frustré qui est le père. C'est cette femme frustrée qui est la mère. Et les enfants, quelle est la place des enfants dans ce genre d'atmosphère? Ça, c'est la première chose. Et même en plus, comment la personne frustrée gère maintenant la relation de l'enfant avec la belle famille? Parce que quand on voit les femmes qui sont conservatrices, à l'instant où elle se rend compte que sa belle-mère ne l'aime pas, on va dire ça comme ça, elle va commencer à dire que mes enfants vont aller en vacances chez ma mère. Et ça, quelles peuvent vraiment être des implications dans tout ça? Alors, Nelly, les implications sont à plusieurs niveaux. Déjà, pour parler du cas où vous disiez quand la femme va refuser que ses enfants aillent en vacances chez la belle-mère. Moi, j'aime souvent dire que dans ces conflits entre belle famille et famille, la réalité est que c'est la belle famille, en fait, qui pose problème, qui est perdante. Parce que quand toi, tu es par exemple une maman et tu as un fils, suppose une maman qui a un seul fils, et tu as des problèmes avec ta belle-fille,
automatiquement, la fille, elle, puisqu'elle ne peut pas t'affronter n'importe comment, la vengeance sera au niveau de ses enfants. Elle va t'empêcher de voir tes petits-fils grandir. Et c'est bizarrement, lorsque la belle-mère va poser des actes, elle va croire que c'est elle, à ce moment, qui a un intérêt, qui contrôle la relation, mais c'est elle qui a tout à perdre. Parce que si déjà on t'a séparé de tes petits-fils, tu n'as pas le droit de... Tes petits-fils ne peuvent pas venir en vacances chez toi, etc. Chez toi, ça crée une certaine frustration. C'est quelque chose. Et tu vas grandir sans connaître ta descendance, etc. Et la femme, tout à l'heure, quand les deux autres intervenants disaient qu'il faut une certaine maturité, la vérité, c'est que même quand tu as une certaine maturité, à force de remplir le verre, il finit par se verser. Donc, il y a toujours un point de saturation. Cette fille, même qui au départ était soumise, elle faisait tout pour plaire à la belle famille, à un moment donné, elle va en avoir marre. Et quand elle va en avoir marre, les répercussions vont se faire sentir. C'est la réaction, la réaction. Oui. Puis ça, c'était pour ajouter, pour compléter ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Mais maintenant, pour revenir à la question qui m'a été posée, les conflits entre belle famille et famille se vivent mal également au niveau des enfants. Parce que même déjà, pour moi, pour arriver à ce niveau, il faudrait, comme tout à l'heure, j'insistais sur la cohésion. Si il y a des problèmes dans la belle famille, ça veut dire qu'il n'y a plus une cohésion entre les parents déjà. Parce que un homme qui aime sa femme la protège. Tu vas venir voir ta soeur ou ta maman maltraiter ta femme et les enfants sont là. Imaginez-vous cette humiliation où la maman sait généralement qu'elle a l'autorité chez elle. C'est elle qui gronde et réprimande les enfants. Quand sa belle-mère arrive, elle devient comme un enfant. Parfois, tu vas dire à l'enfant, fais ceci, la maman dit que ne fait pas, etc. Déjà, et parfois, si les enfants sont un peu mesquins, ils vont profiter de faire certaines bêtises. Naturellement, ils le font. Quand la belle famille est là. Et maintenant, même au niveau psychologique, ils ne seront pas très heureux parce que pour un enfant aussi, c'est choquant de voir comment on parle n'importe comment à sa mère. Ou à son père. Ou à son père. Surtout qu'il y a cet attachement. Tu vas voir quand on va venir là parler à la mère, parfois c'est lui qui va regarder la personne qui le fait et lui-même il est frustré, il est choqué. Parfois il va venir dans la chambre dire à maman que surtout si sa maman pleure parce qu'il y a souvent, en fait c'est un problème qui est tellement complexe. Parfois il va venir trouver sa maman en train de pleurer, etc. Lui-même il va peut-être commencer à détester la personne ce membre de la famille là. Qu'il voit comme la personne qui fait du mal, à sa famille. Nous revenons tout à l'heure parce qu'on a des préoccupations qui nous ont été posées dans notre rubrique La Confidence. On va naturellement avoir le regard de nos experts à tout à l'heure pour la confidence. Alors, bienvenue, vous êtes bien sur CF Télévision, Sourdovi Télévision. C'est votre émission Au cœur de la famille, une émission qui est consacrée à la restauration, à la consolidation et au bien-être des familles. Nous sommes toujours là avec nos experts. Alors, la confidence ce jour, bonjour coach. Depuis que je me suis mariée, je n'ai jamais eu de relation paisible avec ma belle famille. Elle estime que leur fils aurait dû épouser une femme de leur ethnie et dit avoir accepté le mariage parce que leur fils avait décidé de m'épouser malgré leur refus. Mon problème, c'est que je suis insultée, méprisée et mon mari passe le temps à me demander de ne rien dire, de ne pas répondre et lui-même ne me défend pas. Je me sens trahie par lui et je considère qu'il ne m'assume pas dans sa famille. Que faire? Voilà nos experts. Que faire? Donc, la première question, elle a dit qu'elle était mariée. Elle est mariée, ethnie différente. La famille, elle se rend compte après le mariage que le mari avait simplement imposé sa volonté parce que sa famille n'avait pas voulu d'elle. Et donc, maintenant, il n'arrive pas à la protéger. C'est-à-dire qu'il a imposé pour qu'elle entre. Et elle est entrée et maintenant, elle ne la protège pas. Donc maintenant, que faire? Et elle se sent rejetée, donc elle trahit par le mari comme pour dire oui, j'ai vu comment tu t'es battu. J'ai vu comment tu t'es battu pour ce genre. J'aurais aimé qu'elle dise si elle travaille ou si elle fait quoi que ce soit. Parce que quand on n'a pas les détails, on ne peut pas aussi bien répondre. Oui, généralement, on va donner des avis sous réserve du fait de ne pas avoir toutes les informations. Parce que quand tu es dans un mariage et tu as une indépendance financière, c'est compliqué, c'est difficile qu'on te manque de respect. D'une certaine manière. Surtout si tu es pas forcément la fille parfaite. Je veux dire que tu as fait des enfants,
tu as un petit bon boulot, émotionnellement, tu dégages une certaine joie de vivre et tout le reste. La belle famille va se placer pour te déstabiliser. Parce que en fait, on court vers ce qui est précieux, vers ce qui est... Si tu n'es que consommatrice, à un moment donné, on te ramène au niveau de... Tu vides tout simplement. Maintenant, comment l'aider sous réserve de l'information? Si elle est consommatrice, comment l'aider? Disons, mettons consommatrice entre guillemets, parce qu'elle consomme l'argent de son mari. Donc, c'est pas... Donc, mettons dans le contexte... Oui, on met dans le contexte de la belle famille, en fait. Oui. Il faut qu'elle aille se former. Parce que les belles familles, regarde, moi j'ai des cas où tu es dans une relation, le beau-père refuse, il te dit par derrière que mais tu veux qu'on épouse tu veux épouser une ménagère. Et entre-temps, ta camarade de classe te hasse, on te dit mais voilà même le genre de... Oui, qu'il te faut. Oui, on n'a pas la roue de l'amour n'a pas commencé aujourd'hui. Ce problème-là de belle famille, ça ne commence pas aujourd'hui. Mais quel type de fille tu es? Est-ce que tu es une fille au 4V? Je veux dire que à un moment donné, toi-même, tu as de l'argent. Tu as si c'est une fille qui n'a rien, qui n'a pas les moyens, qui est mariée dans cette situation, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'on a pris un cas, il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle commence à se faire un nom. Où la femme n'a pas... C'est parce qu'elle est non-aime. Je veux dire, dans un sens, non-aime ne veut pas forcément dire on a compris, c'est qu'elle n'a pas de... Qu'elle cherche... Parce que... Je peut-être pas sur parce que toute son attention est portée sur l'homme. Toute son attention est portée sur les enfants. L'attention de la famille est portée sur le même homme. Sur le même homme. Mais il faut qu'elle se détache et elle trouve un autre espace où elle va se... Elle a focalisé tout sur le mariage. On ne vit pas seulement. Vous savez, celles qui sont mariées, certaines femmes fortes vont vous dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Donc, il y a certains qui sont mariés et qui n'ont pas cette notion-là. Elle concentre tout et à un moment donné, il n'y a pas le retour. Tu fais comment? Il faut changer de stratégie. L'idée, tu as parlé Côte Osée. Je dis, ce que Côte Belle dit est important parce qu'effectivement, dans le suivi des femmes, on peut voir que plusieurs sont brisées parce qu'effectivement, elle a des talents qu'elle n'arrive même pas à mettre à profit. Parce que, en fait, tu meurs un savoir-faire parce que tu ne reçois pas toujours de ton mari ce qu'il te donne. Et tout le potentiel et tout ce que Dieu t'a donné, tu n'utilises pas ça. Ça fait en sorte que tu as finalement un vide à l'intérieur que tu peux commencer à combler personnellement. Parce qu'au fond, le mari ne va pas combler tout ce que tu es. Un mari ne peut pas combler tous les besoins émotionnels d'une femme malgré sa bonne volonté. Parce que lui-même a des besoins émotionnels qui ne sont pas encore comblés. Donc, il ne saura combler totalement émotionnellement sa femme. Si elle puise, si elle pense qu'elle va trouver tout son équilibre sur lui, c'est évident qu'elle va se tromper. Bon, j'ai pris le cas parce qu'elle a pris un cas qui était un cas réel. Bien que j'ai une situation où j'ai connu un couple, une amie qui épousait un monsieur, les deux sont rencontrés à l'université, elle est sortie, elle est enseignante, en dehors d'être enseignante, elle a d'autres sources de revenus. Son mari sont du même village, des quartiers différents, mais sa belle-mère n'a jamais accepté ce monsieur. Après 11 ans de mariage, le monsieur est mort. Nous étions à la veillée, le corps a dormi hors de la maison, elle a dormi dehors chez eux à côté du corps de son mari. Sa belle-mère ne l'avait jamais accepté. Ils ont 4 enfants, elle n'a jamais vu un seul enfant. Vous dites que même les moyens ne sont pas un élément. Mais je veux dire que celle-là, si tu es une situation où tu n'as pas les moyens, moi je veux dire une autre chose, c'est que parfois on a tendance à se plaindre. Qu'elle fait autre chose. Elle est consciente qu'elle a une hostilité qui est faite du fait que depuis le début, on n'a pas accepté. Au lieu de bâtir sa relation avec son mari, elle se plaint encore de son mari. Elle devait plutôt trouver un moyen pour rester en amitié avec son mari. Parce qu'il y a un prix à payer, je reviens dessus. Nous refusons de payer le prix. Il y a un prix à payer. J'ai épousé l'épouse qui est actuellement, j'ai un prix à payer que je paye. Je refuse une fille, j'aurai un prix à payer. Le prix change en fonction des personnes. Est-ce que le prix serait d'arriver à un niveau de dire oui, c'est une réalité, ma belle famille ne m'aime pas. Oui, c'est une réalité, mon mari ne me défend pas. D'abord, d'arriver à ce niveau-là. C'est la première chose qui est intégrée dans son esprit. C'est d'intégrer la réalité qu'elle vit au côté. C'est que j'ai un rejet et une indolence à deux niveaux. Donc, si elle n'intègre pas derrière que c'est son quotidien, elle va souffrir tous les jours. Mais ce que j'aimerais même ajouter, c'est que elle savait qu'elle n'était pas acceptée. Non, c'est dans le mariage qu'elle a su que, le mari a imposé en fait. Donc la famille ne voulait pas, mais le mari a géré de manière à ce qu'elle soit acceptée pour le mariage. Donc c'est dans le mariage qu'elle se rend compte qu'en fait son mari a couvert le fait qu'on ne l'avait pas accepté. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de banditisme en l'homme là, hein, parce que quand on se prépare,
si on a des faiblesses ou bien des refus, on parle avec sa fiancée. Mais lui, il a voilé tout ça. Et maintenant, je peux comprendre pourquoi elle attend beaucoup de lui. Parce qu'elle est un peu... Elle est piégée. Non, elle est piégée, ça, il faut le dire. Je suis pas d'accord. Permettez que je parle comme un homme. Non, docteur, non, pardon, docteur. Je veux dire, parle comme un homme. Non, la dynamique, c'est que il a voulu protéger son épouse. C'est pas le banditisme. Il s'est dit, si je dis à mon épouse, ça va le mettre sous pression. Je vais gérer. Elle arrive dans le couple, elle découvre. Donc elle dit que depuis le début, voici comment moi je gère. Suis-moi pour gérer comme ça. Moi je crois que c'est la dynamique de monsieur. Donc ce qu'elle a fait, au lieu de se plaindre, c'est de dire, voir avec son mari comment continuer à gérer. Peut-être il aurait dû dire, c'est vrai. Mais c'est même si c'est dit, je comprends le problème, parce qu'il n'y a pas de bandit en amour. Mais c'est pas un bandit, c'est un bandit. Alors moi j'aimerais dire que, que ce soit dans le cas où la femme travaille ou pas, quels que soient les moyens financiers que tu aies dans ta vie, le plan émotionnel et affectif est capital. Même si tu travailles, tu as ton argent, tu as ton autonomie, du moment où sur le plan affectif, tu n'es pas comblé, parce que elle est délaissée non seulement par la belle famille, et même le mari qui doit jouer le rôle de protection ne le fait pas. Alors, nous sommes dans un cas pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque le fait est là. La belle famille ne t'aime pas, ton mari ne protège pas. Moi, je pense qu'elle doit juste maintenir certaines distances avec sa belle famille. Limiter, vous ne pouvez pas non plus vous éviter toute la vie, mais limiter les contacts. Lorsqu'elle va d'une célébration, elle fait ce qu'elle a fait, comme on disait tout à l'heure. S'il faut elle intervienne en tant que belle-fille, peut-être à la cuisine. Comme elle sait déjà que personne ne veut d'elle, elle prend ses dispositions pour aller faire son truc seule. S'il faut servir, elle sert. Et dès qu'elle finit, elle se retire. Qu'elle ne donne même plus d'occasion aux gens de pouvoir effectivement. Très bien. Passons parce qu'il nous reste très peu de temps. On a encore notre boîte. Alors, bonjour Claude. Mon beau-père est particulièrement méprisant à mon endroit. Il me traite comme un petit garçon et veut m'imposer les choix comme s'il était le chef chez moi. Je l'ai toujours respecté et considéré comme mon père. J'ai résolu de ne plus assister aux événements dans la famille pour ne plus lui donner l'occasion de me mépriser. Ma femme estime que faire ainsi, c'est rejeter sa famille alors qu'elle est bien intégrée dans ma famille. Que faire? Permettez de répondre à ce problème de la famille. En une minute, on termine ça. Je suis d'accord avec ce monsieur de prendre les distances. À un moment, il faut payer le prix. Il faut que la famille comprenne qu'ici, c'est mon autorité. Même à un moment donné, ça veut dire qu'elle ne me protège pas dans sa famille. À un moment donné, il va falloir que je prenne des décisions où elle et sa famille vont subir. Mais la femme dit qu'elle est bien, elle s'implique bien dans la famille de Marie. Oui, parce qu'elle n'a pas les réticences que moi je suis dans sa famille. Et n'oublions pas, il s'agit de la famille de l'homme ou de la femme, je comprends. La famille de la femme, le père de l'épouse méprise le mari. Je trouve que dans ce niveau, vraiment, je mets un beau-père en quarantaine. Je le mets en quarantaine. À un moment donné, il faut qu'il comprenne qu'il est un homme, je suis un homme. Il est un homme chez lui, il s'appelle monsieur tel dans sa famille, je m'appelle monsieur Ngamga dans ma famille. Comment il faut aller l'homme se définit par sa compétence et il a un orgueil, il a son orgueil d'homme. Et en fait, le mépriser comme ça, c'est le diminuer. Même devant sa femme. Au niveau de sa femme, c'est bafouer son autorité de chef de famille. Ce sera devant les amis, ce sera partout. Non, il faut couper le point à un moment donné. Ça se comprend maintenant. Donc, vous avez des conseils, monsieur, prenez la distance et donnez l'occasion à votre beau-père de vous faire respecter. Tout en le respectant, sans le mépriser. En continuant de le respecter sans le mépriser. Espérant qu'elle ne fera pas un chantage émotionnel. Espérant que la femme ne dira pas aussi, comme tu te retires de ma famille, moi aussi je me retire de ta famille. Elle-même, je la mets au pas dans ce cas-là. À un moment donné, il faudrait qu'on soit des émotions. Il faut que mon épouse comprenne qu'en fait, je n'ai rien contre son père, mais je veux que son père me respecte comme je le respecte. Surtout qu'elle doit bien voir les actes. Nous sommes deux chefs de famille, n'oublions pas. Je ne suis pas dans sa famille. Je suis chef de ma famille. Il est chef de famille sur la mère de son épouse. Et lui, il est chef avec sa part d'épouse. Parfois, ça arrive avec les noms. Si vous avez un enfant, vous devez vous imposer les noms. Parce qu'on dit que c'est la tradition. Imposé. Tant que c'est volontaire, ça va. Mais si c'est imposé, c'est compliqué. C'est un problème. Merci de nous faire confiance pour vos confidences. Nous partons dans notre dernière rubrique avec nos boîtes pour la rubrique à votre avis. À tout à l'heure. C'est compliqué.
Alors, pour les habitués de notre émission, nous avons notre petite boîte avec nos papillons. Le principe est simple. Chaque expert va prendre un papier qui a une question que les gens se posent habituellement. Donc, si la question que vous prenez ne vous arrange pas, ne vous met pas très à l'aise, vous avez le droit de changer la question et de choisir la prochaine question à laquelle vous allez répondre et de faire passer à l'autre. Là, je commence par coach Belle qui a donc, étant la première là, le soir, de lire. Non, tu peux, ne passe pas encore. Tu regardes, tu ne lis pas à haute voix. Tu parcours rapidement des yeux. Si tu es à l'aise, tu gardes ton papillon et tu passes. Voilà. Alors, notre psychologue, elle va tomber sur quelle question là? Non, il faut changer. Là, c'est bon. Mais si notre psychothérapeute, tu n'as pas beaucoup de choix, Osé. Non, alors, pas la question. Alors, on va commencer par la côte belle. Tu lis ton papillon, là, à haute voix, et puis ça, tu réponds à la question. Est-ce une bonne idée de faire les tontines d'argent avec ses belles-sœurs ou beaux-frères? Je dirais non. Parce que l'argent, être dans une relation où on parle argent, c'est déjà montrer vos sources financières et exposer même ton conjoint, parce qu'il peut arriver des moments où tu es en retard dans la tontine et ça commence à parler et on commence à te manquer de respect. Oh, on voit comment notre frère travaille ici, l'argent là est où? Alors avec toutes ces perruques là, donc elle mange l'argent de notre frère, elle peut pas cotiser, alors que vous pouvez passer par une période difficile qui n'a rien à voir avec le fait que avec les vieilles perruques qu'on porte, on voit seulement ça aujourd'hui. Donc c'est une mauvaise idée. Il faut savoir faire la part des choses. Garder avec eux la relation de belle famille. Mais ne pas se mélanger dans les questions, dans les questions argent. L'argent c'est honnête, c'est un mauvais ami. Oui. Et puis tu vas dire que l'argent est bien, ça te nourrit, ça te tue. Autant mieux éviter. Même avec les frères dans le Seigneur, il faut éviter des raisons. Et d'autres même vont te dire qu'avec toute la dot que notre frère a dépensé sur toi, et on te demande de cotiser comme ça, tu n'arrives pas, alors que non. Et tu veux que ce soit encore lui qui cotise. Voilà. Donc, merci. Alors, Larissa. Que pensez-vous des femmes qui se plient en 8 pour se faire accepter par sa belle famille? Alors moi je dirais, si on va t'aimer, on va t'aimer. Si on ne t'aime pas, quel que soit ce que tu vas faire. Même si tu te plies en 20. Même si tu te plies en 20. Il y a des filles qui vous disent qu'elles ont pilé le mkwem dans beaucoup de... Elles ont lavé les filles dans beaucoup de deuils de famille. Elles ont lavé les assiettes chez toutes les femmes et les cousines. Il y a même la femme qu'il devait épouser depuis qu'on connaissait et elle, donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, ça ne sert à rien. En 8, si on veut servir dans sa belle famille, on le fait sans rien attendre. On n'a pas besoin d'acheter l'amour. On n'a pas besoin d'acheter l'amour. Merci. Qu'est-ce que ta question? Un homme devrait accepter que sa belle-sœur vivant chez lui s'habille de manière indécente. Bon, un homme devrait s'accepter. Heureusement, c'est tombé sur un homme. Vraiment, on est content. Mais je vais dire, est-ce que je dois laisser ma soeur s'habiller et ma belle-sœur interdire à belle-sœur s'habiller? Est-ce que vous laissez n'importe qui, enfin, peu importe la personne qui vient à la maison, je crois qu'il y a un défi de modèle. D'abord par rapport aux enfants qui sont à la maison. C'est d'abord pour ça. Deuxième des choses, l'homme est sensible à ce qu'il voit. Quoi qu'on dise, nous sommes des êtres faits de chair. À un moment donné, il faut éviter des sujets de tentation. Autant on demande aux jeunes d'éviter des situations qui peuvent les amener à des situations bizarres, autant même moi dans le mariage, je vais éviter parce que même la bague ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est qu'un signe d'engagement. Ça ne veut absolument rien dire. Moi, je pense que dans ma maison, je donne une ligne directrice que je ne fais pas. Comme mon épouse ne fait pas, les autres suivent. Parce que ce n'est pas que je dois m'habiller, me balader à la maison en caleçon. La question là a été posée à dessein. Oui. On n'a pas parlé, on n'a pas mis ta soeur, parce qu'on se dit, avec ta soeur. Il y a des barrières, Mais quand on dit belle-sœur, parce qu'il y a des hommes qui vont dire, moi, rien ne peut se passer si ma belle-sœur. Donc c'est vraiment ça qu'on parlait. Je commence d'abord. J'ai commencé par les enfants. Par les enfants. Donc moi, je ne m'habille pas indécemment. Mon épouse ne s'habille pas indécemment. C'est la première limite qu'on commence à poser. Donc celui qui vient chez nous, soit contaminé, soit pas. Il n'y a pas de débat. C'est pas ma soeur, c'est pas ma belle-soeur. Quand on arrive chez moi, même mes soeurs qui m'ont payé les conséquences, arrivent chez moi, il y a des
façon de fonctionner. Où est ce pli? Enfin, on acceptait, c'est comme ça. Merci aux cotisants, on va sortir. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Et on se voit très bientôt. Très bientôt, merci effectivement. docteur, tu es notre psychologue expert. Merci docteur Larissa, notre psychologue, docteur en psychologie. Coach Elisabeth Bell. On termine avec ton livre Les bandits en amour. On en a parlé d'une certaine manière. Oui. Alors, le livre Les bandits en amour, c'est un livre qui parle, n'est-ce pas, des déceptions amoureuses, comment reprendre confiance en soi, comment éviter. Comment éviter, oui. Alors, comment éviter de tomber dans des pièges de ceux-là qui viennent par filouterie, par ruse, nous emballer alors qu'ils sont tout simplement des bandits en amour. Un bandit, c'est celui-là qui est invité ou pas. Mais son objectif, c'est de prendre ton cœur et piétiner. Et ne pas t'épouser. Et ne pas t'épouser. Il te dit des choses juste il te fait des fausses promesses. Il n'a pas l'intention de les respecter. Et toi, tu crois même qu'il va respecter. Bon, tu es même blessé. J'espère qu'on parle aussi des bandits, coach. Ça, c'est le tome 2, ça sera le recueil des bandits en amour. Les hommes ont demandé, ils ont dit qu'ils sont aussi victimes. Donc, alors, merci, nous terminons par là, les bandits. Tu reviendras prochainement. Forcément, tu nous donneras beaucoup de détails. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous serons nombreux à nous écouter sur Caroline Canal 287 et sur Facebook, sur notre page Facebook Safety World. Prochainement, on parlera encore d'une thématique tout aussi intéressante, toujours sur la famille, la relation de couple, la préparation au mariage ou alors l'éducation des enfants. Ce sera mardi prochain quand ce sera 14h. À très bientôt. Que Dieu bénisse vos familles. Amen.